Chapitre 9. La complexification du réel. Il ne suffit pas d'avoir stipulé que l'univers, en tant que livre et révélation, et les contextes sociaux et humains, dans leur géographie et leur historicité, sont des sources à part entière du droit et de la jurisprudence islamique, pour avoir atteint l'objectif que nous nous proposons. Au demeurant, les ulama n'auraient aucune peine à admettre ce principe en s'empressant même d'ajouter que, d'une façon ou d'une autre, le contexte a toujours été pris en compte par les spécialistes des textes. Ce qui importe en premier chef consiste non seulement à éclairer le sens de ce rééquilibrage entre les textes et le contexte, mais essentiellement à tirer toutes les conséquences de cette thèse à la lumière des connaissances contemporaines, tant dans l'approche des textes que dans le traitement des savoirs scientifiques et humains, et de fait, plus largement, dans l'application de l'éthique islamique. Les ulama contemporains ont raison d'affirmer, et nous l'avons relevé plus haut à maintes reprises, que le monde, l'histoire et l'environnement ont toujours été intégrés à leur analyse des textes. À l'origine, cette prise en compte était naturelle, tant les savants avaient une connaissance intime du milieu pour lequel ils légiféraient. Beaucoup d'entre eux étaient également des scientifiques, médecins, philosophes, etc. Avec le temps, ils n'hésitaient pas à faire appel à des spécialistes de tel ou tel domaine scientifique qui étaient chargés de les informer sur l'état des connaissances dans leur matière ou de répondre à certaines de leurs questions. Tous les conseils de fatawa à travers le monde se sont adjoints les avis de scientifiques ou de spécialistes capables de les renseigner sur des questions pointues, et ce, de façon naturellement plus systématique dans les domaines des sciences expérimentales. Ces experts présentent leur matière, répondent aux questions, fournissent parfois un avis ou un conseil, et c'est alors le conseil des ulama spécialisés dans l'étude des sources scripturaires qui va formuler, en cercle plus souvent fermé, un avis ou une opinion juridique sur une question donnée. Il existe de très rares conseils où les savants spécialistes des textes et ceux qui se sont spécialisés dans un savoir scientifique donné s'associent et déterminent ensemble les contours d'une éthique appliquée dans un champ de connaissances donné. Sans doute, est-ce dans le domaine de la médecine ou de l'astronomie que ce travail s'est effectué avec le plus de dynamisme et d'efficacité. Mais il s'agit là d'une exception bien plus que d'une règle. Or, une réflexion sur la nature des savoirs à l'époque moderne nous impose de nous interroger tant sur le cadre que sur les méthodologies en usage dans les conseils et les cercles de la production juridique islamique. Nous sommes les témoins d'une complexification phénoménale des savoirs et d'une révolution profonde des potentialités humaines, et rien pourtant ne semble changer dans la production de l'éthique islamique à la lumière de ces bouleversements. Cette réalité est, nous l'avons dit, la conséquence d'un problème plus profond concernant l'établissement des sources du droit. Et donc, comme nous le verrons plus bas, l'établissement des sphères d'autorité en matière de production de l'éthique. Il est nécessaire néanmoins de nous arrêter un instant sur l'évolution des sciences afin d'avoir une idée plus claire de ce que cela va impliquer dans l'ordre de la gestion des textes et de l'établissement d'une éthique islamique. L'évolution des sciences. La masse de savoir accumulé pendant les 4 derniers siècles et surtout bien sûr pendant le XXe siècle est proprement phénoménale. Cette révolution scientifique a eu des conséquences sur l'ensemble des comportements humains et plus largement sur l'évolution des sociétés. Le réel s'est offert à une meilleure compréhension par l'homme, mais partant, il s'est complexifié et a révélé des océans de domaines à observer et à découvrir encore. De l'astrophysique aux neurosciences, toutes les recherches scientifiques nous mènent à la même conclusion. Nous avons acquis des savoirs nouveaux, extraordinairement nombreux et complexes. Mais ce qui nous reste à étudier et à comprendre est encore incommensurablement plus étendu. Ce bouleversement
a naturellement imposé une spécialisation des savants de plus en plus pointus selon leurs différents champs scientifiques et à l'intérieur même de chacun de ces domaines. Toutes les sciences, exactes, expérimentales et humaines, ont vu sans exception leur objet d'étude s'étendre et se compartimenter à mesure que s'accumulaient les connaissances. Impossible donc, nous l'avons dit, pour un spécialiste des textes de pouvoir assimiler l'ensemble de ces sciences, ni d'ailleurs pour un conseil de l'ulama, puisque ces savoirs dépassent largement leur champ de compétences. Il est à noter que, même quand ces derniers doivent aujourd'hui légiférer dans un contexte local, pour une société ou une culture qu'ils connaîtraient de l'intérieur, le monde est devenu si global, les savoirs si connectés, les situations si intriquées et complexes, qu'il leur est impossible de se suffire du seul savoir acquis naturellement pour être en phase avec l'époque et le lieu, quelque local qu'il puisse apparaître à première vue. Du nord au sud, d'est en ouest, des sociétés les plus technologiquement avancées à celles qui vivent les pires réalités du chronique sous-développement économique, les savoirs communiquent. Les réalités se font écho et il devient impossible d'isoler des situations en formulant des avis juridiques, des réponses éthiques, sauf à entretenir une perception du réel depuis longtemps caduque et dépassée. C'est bien sûr dans le domaine des sciences expérimentales que les connaissances acquises posent nécessairement des questions fondamentales et explicites aux savants spécialistes du droit et de la jurisprudence. Les savoirs acquis en physique, en chimie, en biologie, dans les neurosciences ou en médecine par exemple, ont permis aux scientifiques d'acquérir une meilleure compréhension de l'organisation de la matière, du fonctionnement du vivant, du cerveau et du corps humain par exemple. Nous avons bien affaire ici à un réel qui se complexifie et qui exige de l'intelligence humaine qu'elle développe ses connaissances et qu'elle établisse une approche à la fois holistique et spécialisée, si elle veut penser et produire une éthique appliquée qui soit sérieusement en phase avec l'état de la connaissance dans les matières en question. Les fuqaha ont aisément admis que la quantité et la complexité des savoirs acquis dans les sciences expérimentales contemporaines dépassaient leurs capacités et leurs compétences, et qu'il leur était nécessaire de s'appuyer sur des scientifiques pour adapter comme il se doit leurs avis juridiques. Tout ce que l'on sait désormais sur l'ADN, les cellules, les tissus vivants, les embryons, et jusqu'au fonctionnement du cerveau, et aux situations de mort clinique par exemple, a des conséquences immédiates sur les avis juridiques, à développer sur les situations générales ou les cas limites. Des manipulations génétiques au clonage, de l'avortement à l'euthanasie, il est impossible de formuler un avis ou une opinion juridique qui ne tienne pas compte de l'état des connaissances contemporaines. La question qui demeure, et sur laquelle nous reviendrons, est celle de savoir comment on intègre, ou plutôt comment on devrait mieux intégrer les spécialistes scientifiques dans la production de la pensée et l'application de l'éthique à l'époque contemporaine. La complexité n'est pas moindre dans l'univers des sciences humaines, que ce soit dans le domaine des sciences sociales, de l'anthropologie, de la psychologie, de l'économie. On a affaire au même phénomène de complexification et d'accumulation de connaissances de plus en plus spécialisées et précises. Nous avons vu que, comme ces matières sont moins exactes, moins expérimentalement vérifiables, les fuqaha les ont très vite considérées comme secondaires, et donc de fait moins impératives à intégrer dans la formulation d'avis juridiques. Il paraissait certes utile de s'appuyer sur des recherches d'experts, des réflexions de penseurs ou des hypothèses de travail, mais cette entreprise de consultation n'avait jamais eu la même importance sous le caractère contraignant ressenti pour les sciences expérimentales. Ce rapport distant, voire méfiant vis-à-vis des sciences humaines reste la règle aujourd'hui, et les consultations de travail demeurent marginales et peu approfondies. L'ensemble de la production et des théories en sciences sociales et politiques ou en sociologie est pour ainsi dire ignoré par les savants au moment de l'élaboration de leurs avis juridiques.
qui s'opèrent pourtant dans et pour des contextes socio-historiques à propos desquels des études approfondies ont été élaborées. Les études inductives sur les dynamiques sociales essayant d'extraire des principes fondateurs et les rapports constants de causalité dans l'évolution de groupes humains constitués n'intéressent que très peu les Fuqaha qui continuent à légiférer loin de ces champs d'études, encore considérés comme trop approximatifs. De la même façon, on trouvera très peu de références relatives aux différentes branches de la psychologie appliquée. Au-delà du rejet souvent global, simplificateur et simpliste de la psychanalyse réduite à une analyse partiale de la seule œuvre de Freud, on constate une absence de considération des différentes théories élaborées en psychologie appliquée, du cognitivisme au comportementalisme, voire plus largement de la psychologie interculturelle. Sans compter, par ailleurs, la négligence constatée vis-à-vis des domaines autant que des champs d'application, de ces recherches, qu'il s'agisse de la psychologie clinique, de la psychologie sociale, de la psychologie de l'éducation, de la psychologie légale, ou encore des différents types de psychothérapie, des études de neuropsychologie ou de psychopédagogie. Il ne s'agit certes pas de savoir exact et définitif, mais ces différents domaines apportent des éclairages qu'il importe de connaître et qu'il apparaît nécessaire d'intégrer à l'élaboration des normes éthiques orientant le comportement humain individuel et collectif. On peut faire ce même constat dans l'ordre des sciences économiques. Certes, des recherches ont été effectuées par des fuqaha ou des économistes musulmans, et certaines très approfondies, sur l'économie contemporaine et sa complexité. Mais il demeure que l'on ne peut que constater un fossé immense entre les fatwas énoncés en ce domaine par les fuqaha et les pratiques concrètes que l'on observe dans l'univers de l'économie globale, nationale ou même locale. L'idée même qu'il existerait une économie islamique, nous reviendrons sur cette question, est trompeuse. Car qu'est-ce qui est proprement islamique dans cette économie? Les outils? Les méthodes? Les normes? Les finalités? On constate partout un manque de maîtrise de la complexité des différents domaines de l'économie contemporaine, des relations d'interdépendance globale au cœur du marché mondial, entre le paysan africain ou asiatique et l'acheteur occidental, entre les différentes bourses de Wall Street ou de Londres, les spéculations et les relations commerciales dans les sociétés et dans les rues du tiers-monde. Et de l'absence de prise en compte des dynamiques fluctuantes intrinsèques à l'économie globale de marché, qui est par essence en décalage par rapport à une approche juridique strictement structurelle et normative, laquelle est toujours dépassée. Les sciences économiques se sont complexifiées dans l'exacte mesure de la difficulté observée dans leur objet d'étude. Et il est impossible de dessiner les contours d'une éthique islamique appliquée en économie sans s'appuyer sur les connaissances et les recherches contemporaines, sauf à réduire l'activité économique à l'usage de quelques outils, en se dispensant de penser la philosophie et les finalités de l'action humaine dans ce domaine. Or, c'est malheureusement ce que nous observons, et le dysfonctionnement vient bien en amont des réponses offertes par les fuqaha à la lumière des éléments qui sont mis à leur disposition par leurs conseillers économistes, musulmans le plus souvent. Une prise en compte partielle, et parfois partiale, des fonctionnements complexes de l'économie contemporaine, une obsession des outils et des normes entraînant une négligence grave vis-à-vis des finalités, et enfin, de l'avis d'une majorité de praticiens, des réponses structurelles, marginales et souvent cosmétiques à l'intérieur de l'ordre économique global. Les savants des textes doivent forcément intégrer l'évolution des sciences expérimentales et humaines, qui sont autant de compréhension, de lecture et d'interprétation du livre de l'univers, à leur recherche et à leur production d'avis juridiques dans les domaines en question. Il ne peut plus s'agir d'apporter des réponses formelles uniquement intéressées par le cadre structurel et presque technique dans lequel les fuqaha se sont habitués à opérer depuis que les connaissances en sciences expérimentales et humaines les ont dépassés
et qui se sont naturellement, et en réaction, posés en protecteurs de l'éthique contre les excès des sciences. Cette démarche est bien sûr compréhensible humainement et historiquement, mais elle a fini par cantonner l'élaboration éthique à la posture craintive, réactive et défensive dans pratiquement tous les domaines scientifiques. La confiance de l'origine, qui se caractérisait par une éthique maîtresse des savoirs et porteuse d'une vision des objectifs et des finalités, a laissé la place à une réflexion sur les textes, qui se méfient de l'évolution des contextes sociaux et humains et qui, à défaut d'avoir une vision pour le futur, se bornent à établir, à moindre frais, le cadre éthique d'une adaptation aux contraintes imposées du présent. Alors que les savants des textes sont premièrement responsables de cet état de fait, les savants du contexte, sciences sociales et naturelles, et le public musulman ne sont pas sans reproche. Comme les juristes, ces savants se spécialisent dans leur domaine de connaissances et manquent de connaissances religieuses au-delà du savoir élémentaire. Ils compartimentent leur vie comme leurs connaissances. Ces derniers semblent avoir intériorisé le fait que leur savoir, étant en dehors des sciences islamiques, est inutile aux délibérations islamiques légales et à la réforme. Ils attendent d'être invités en tant qu'experts plutôt que d'exiger une juste place de pleine participation à la table de délibération. Les publics musulmans aussi ne jouent pas leur rôle, qui serait de demander davantage des savants des textes et des contextes. Ils semblent se satisfaire le plus souvent de techniques d'adaptation qui puissent les conforter plutôt que d'être des agents de transformation d'un monde qui constamment défie l'éthique globale de leur foi. Les prérequis d'une réforme de transformation. Nous avons déjà parlé dans la première partie de la distinction que nous établissions entre la réforme d'adaptation et la réforme de transformation. Avec notre réflexion sur le livre de l'univers et l'ensemble des sciences exactes, expérimentales et humaines, nous touchons le cœur du problème. Comme nous l'avons dit, pendant des siècles et des décennies, les savants des fondements, autant que ceux du droit et de la jurisprudence, ont dit et répété que l'environnement dans son ensemble, de même que la spécificité des contextes humains et sociaux, devait être pris en compte dans l'élaboration des règles et la formulation des avis juridiques. Et effectivement, ils n'ont cessé de se référer aux réalités sociales, aux coutumes et à l'intérêt commun des populations. Peu à peu, néanmoins, un fossé s'est établi entre leur connaissance immédiate et naturelle des sociétés pour lesquelles ils légiféraient et la complexité de ces dernières en ce qui concerne leur organisation, l'interaction et l'interdépendance des différents domaines de l'activité humaine. Leur relation aux autres sociétés et bien sûr les sommes phénoménales des savoirs scientifiques accumulés. Ce fossé, si tangible dans la pensée islamique contemporaine, a placé les savants, nous l'avons dit, dans une position essentiellement réactive et protectrice. La réforme de la pensée islamique, admise de fait, a été désormais comprise comme un moyen de préserver l'essentiel en se bornant à reconnaître la nécessité de s'adapter aux réalités d'un monde, autant que de savoir dont la complexité nous échappait de plus en plus. Or, nous avons vu pourquoi la seule démarche d'adaptation ne pouvait être satisfaisante, puisqu'elle réduit la fidélité au message et à l'éthique à une opération toujours pensée a posteriori, et qui aurait pour objectif de protéger des espaces ou des pratiques éthiques. Dans un système global qu'aucune vision ne pense, qu'aucune action en amont ne transforme, et qui finit par s'imposer à l'intelligence et à la conscience humaine. Se donner les moyens d'une réforme de la transformation, d'une éthique visionnaire qui accompagne et intègre l'évolution des savoirs,
exige de repenser en amont le dispositif classique des fondements du droit et de la jurisprudence. Le premier prérequis consiste à établir clairement que ces derniers ne sont pas seulement les sources scripturaires, mais également le livre de l'univers, et avec toutes les sciences qui s'appliquent à mieux le comprendre et à améliorer l'action des êtres humains dans leurs différents domaines et dans leurs contextes sociaux particuliers. Ainsi, la classification qui consistait à établir une liste des sources du droit, Coran, Sunna, Ijma', le Qiyas, l'Urf, Istihsan, Istislah, etc., en donnant une place quasi exclusive au rapport au texte, la référence à la coutume et à l'intérêt commun étaient surtout des appoints à la compréhension des textes, doit, à notre sens, être revue et reconsidérée à la lumière des réalités contemporaines. Sur un plan strictement théorique et fondamental, nous avons vu que l'univers s'impose à l'intelligence, comme un livre, avec ses règles, ses lois, ses principes, sa sémantique, sa grammaire et ses signes, et que de fait, comme la révélation le suggère elle-même à maintes reprises, il est impératif d'approcher les deux livres en miroir et en complémentarité. L'évolution des sciences expérimentales et humaines nous impose de la même façon d'opérer ce rééquilibrage fondamental en reconnaissant clairement que les lois naturelles et universelles, de même que les principes constants ou circonstanciels de l'action humaine dans l'histoire, sont des sources à part entière du droit et de la jurisprudence islamique. Comme tels donc, ils doivent être intégrés à la réflexion éthique en amont. Et les spécialistes des différentes sciences y afférentes, les femmes comme les hommes, doivent être partie prenante de la formulation des normes éthiques dans leur domaine d'activité. Ce qui avait donc été reconnu comme une démarche implicite, et souvent comme un possible appoint, à savoir la prise en compte du contexte naturel, social et humain, devient ici une condition impérative de la production légale et éthique dans le monde contemporain. Il s'agit alors de placer clairement les deux livres, les deux révélations, le texte et l'univers au même niveau, comme source du droit, et par voie de conséquence d'intégrer les différents univers de sciences, de savoir et de spécialisation dans la formulation d'avis juridiques sur des questions scientifiques, sociales, économiques très précises. C'est cette intégration confiante de toutes les sciences, des savoirs acquis et de leur meilleure maîtrise qui permettra à la pensée musulmane contemporaine de formuler une vision pour le futur, de penser les finalités à partir de la substance des savoirs scientifiques, et non seulement de leurs outils et de leurs techniques, et donc, à terme, de penser les étapes d'une profonde réforme de transformation au nom de l'éthique appliquée. Cela veut dire, par voie de conséquence encore, et c'est là le second prérequis, que les savants des textes, autant que ceux du contexte, participent de la même façon à l'élaboration des normes éthiques dans les différents domaines scientifiques. Si les cadres du credo, la aqida, et du culte, l'ibadat, restent à l'évidence la prérogative des fuqaha, en ce qu'ils sont exclusivement déterminés par les textes, il n'en est pas de même des questions sociales, économiques et scientifiques qui ne peuvent permettre une réflexion éthique qu'en s'appuyant sur le savoir des spécialistes en question et en respectant l'autonomie de leurs pratiques et de leur méthodologie scientifique, au moment même où il s'agit de prendre en compte leur expertise. Nous reviendrons plus bas sur les conséquences pratiques de cette approche, mais disons déjà ici qu'elle nous paraît être la seule qui puisse permettre à la pensée islamique contemporaine de se libérer de son attitude réactive, défensive, lorsqu'il s'agit de son rapport au savoir et aux sciences. Et ce d'abord parce qu'on a accepté en amont un déséquilibre dans l'établissement des sources du droit. Ainsi établies, ces dernières imposaient avec le temps un cadre éthique toujours en retard, systématiquement dans l'adaptation, à cause des besoins imposés ou des impératifs.
La troisième condition qu'il importe de mentionner tient bien sûr aux conséquences directes de la complexification des sciences et des savoirs dont nous parlions plus haut. Autant il est impératif de s'appuyer sur la spécialisation et l'expertise des scientifiques, des femmes comme des hommes, dans leurs domaines respectifs, autant il va falloir imposer un double travail de spécialisation aux savants des textes. À la connaissance classique des textes fondamentaux, de leurs objectifs supérieurs et spécifiques, et de la finalité des prescriptions, va devoir s'ajouter une spécialisation effective dans l'un ou l'autre des domaines de l'activité humaine. Qu'il s'agisse de sciences expérimentales, de médecine, d'économie, de psychologie ou d'art et de culture, il convient de marier l'approche holistique et la démarche éthique spécialisée afin de répondre comme il se doit aux défis de notre temps, mais également d'élaborer une pensée prospective et créatrice. La spécialisation des fuqaha apparaît clairement comme une condition de l'efficacité de l'éthique appliquée dans les différents domaines dont nous avons parlé. Ainsi, admettre que la réforme, le renouveau, est partie intégrante de l'exercice de la pensée juridique n'est pas suffisant. Il est impératif d'associer à cette position de principe une réflexion profonde sur les sources du droit, leur géographie et leur statut dans l'élaboration des normes et des finalités éthiques. Notre proposition, apparemment simple, au sujet du dispositif général, inclure les lois naturelles et universelles dans les sources du droit, intégrer les savants dans la formulation des normes éthiques et l'acquisition par les fuqaha de connaissances scientifiques spécialisées, est pourtant lourde de conséquences en ce qui concerne l'approche des fondements du droit et l'application concrète des normes. En reconsidérant la nature et le statut des sources, cette démarche remet bien sûr également en question les sphères d'autorité et de pouvoir des savants et scientifiques intéressés par ces interrogations. Au-delà de la réflexion générale, de la philosophie du droit et de l'éthique qui la motive, les résistances à cette réforme radicale, dont la géographie autant que dans la méthodologie du droit, ne sauraient manquer de se manifester au cœur des cercles des usuliyun et des fuqaha, qui jusqu'ici étaient les représentants de l'autorité et les garants de la fidélité aux normes islamiques. Il en a toujours été ainsi, et cette réaction est naturelle et en soi tout à fait compréhensible. Elle est de surcroît respectable s'il s'agit de manifester une réserve et une vraie crainte de potentiel dérapage des pratiques scientifiques ou de l'acceptation sans limite de tous les comportements sociaux. Il est à noter que ce sont exactement les raisons contraires qui imposent, selon nous, de réformer notre approche des fondements du droit, à savoir une meilleure maîtrise des savoirs humains, une connaissance plus approfondie des enjeux, une capacité d'anticipation et de transformation du réel et des réalités dans le dessein d'harmoniser les objectifs immuables de l'éthique et les comportements humains dans l'histoire. Déplacer le centre de gravité de l'autorité religieuse et juridique. Nous le disions dans la première partie de cet ouvrage, nous avons atteint des limites qui empêchent la pensée islamique contemporaine d'avancer et de faire face comme il se doit aux défis de notre époque. La première intuition des savants et des intellectuels a consisté à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle à distinguer entre les principes immuables et universels inspirés des textes et constituant la charia et l'application concrète de ces derniers dans les différents contextes géographiques et historiques qui relevaient du fiqh. Cette distinction entre la charia d'origine divine et le fiqh associé à l'activité ouverte et relative de l'intelligence humaine a été et demeure fondamentale puisqu'elle permet de distinguer la reconnaissance et le respect de principes supérieurs révélés d'une part, de leur compréhension, leur traduction et leur application à un moment donné de l'histoire humaine d'autre part.
Dans la sphère du fiqh, et spécifiquement dans le vaste domaine des affaires sociales, les muamalat, il devenait donc cohérent et légitime d'analyser, de discuter un héritage historique, constitué d'interprétations, de règles établies ou d'opinions juridiques qui étaient le fruit de l'intelligence humaine essayant de faire face aux défis du temps dans la diversité des sociétés. La pensée islamique se donnait ainsi les moyens de se réconcilier avec la pratique du raisonnement critique autonome, l'ijtihad, non seulement pour évaluer les interprétations du passé, mais également et surtout pour proposer de nouveaux angles et produire des avis juridiques adaptés aux défis du présent et de l'avenir. La pensée réformatrice s'est donc remise en marche de façon très dynamique tout au long du XXe siècle. Il faut reconnaître que la pensée islamique a beaucoup évolué. Les fuqaha et les intellectuels n'ont pas hésité à se replonger dans l'héritage ancien et à exhumer des approches et des philosophies du droit qui avaient été trop négligées et qui pourtant offraient un cadre stimulant pour le renouveau de l'élaboration juridique. Ils ont souvent opéré une association entre les trois écoles classiques dont nous parlions plus haut. Le cadre éclairant de Shafi'i et la méthode inductive souple des Hanafites ont tous deux souvent été intégrés à la méthodologie fondatrice de l'école des objectifs supérieurs, dont Ash-Shatibi est historiquement devenu la référence incontournable. À travers les sociétés majoritairement musulmanes, de l'Inde au Pakistan, de Malaisie en Indonésie, de l'Égypte en Arabie saoudite, comme de l'Algérie au Maroc, et en intégrant les sociétés africaines et les communautés musulmanes désormais installées en Occident, on a vu naître des réflexions nouvelles sur un certain nombre de découvertes scientifiques, sur l'éthique médicale, l'économie, la politique, le pouvoir, les études sur les genres et les sexes, la culture, le dialogue interreligieux et plus largement la société civile. Dans l'ordre du droit et de la jurisprudence islamique, du fiqh, les choses ont bougé. Et il serait injuste de nier ces développements et l'originalité réaliste de certaines prises de position. Il reste néanmoins, comme nous le disions, que les maîtres mots de ces développements sont la nécessité, darura, et le besoin, al-haja, qui véhicule l'idée que les fuqaha, faisant face à la pression du réel, se voient dans l'obligation d'édicter des avis juridiques, des fatawas, qui permettent aux musulmans de s'adapter aux nouvelles réalités en préservant un seuil minimal d'éthique, que ce soit dans les activités proprement dites ou au moyen des techniques utilisées. Nous avons donc également atteint les limites de ce que permettait la distinction de la charia et du fiqh dans la pensée juridique islamique contemporaine. Le processus de réforme d'adaptation, s'il a permis de reconsidérer positivement certaines questions et certaines réponses de notre époque, n'offre plus désormais les moyens aux fuqaha et plus largement aux sociétés, aux communautés musulmanes à travers le monde de répondre aux défis majeurs posés par les sciences et les savoirs contemporains, sauf à continuer de se situer dans le suivisme et de réduire la réflexion éthique à cet exercice qui consiste à fixer les frontières toujours plus réduites de l'espace protégé des valeurs et de la morale au cœur d'une époque ou de sociétés sur lesquelles on s'est désormais résigné à ne plus essayer d'agir pour les transformer et prévenir les dérives possibles. Le fiqh doit bien sûr continuer à être dynamique, ouvert au raisonnement critique autonome, l'ijtihad, mais ce dynamisme doit s'enrichir d'autres compétences, d'autres autorités scientifiques capables d'opérer une réforme radicale quant à l'intégration holistique et égale de tous les savoirs et d'établir par voie de conséquence un nouveau rapport au monde, aux sciences et aux sociétés. La nouvelle géographie des sources du droit que nous proposons a pour conséquence claire et assumée de déplacer le centre de gravité de l'autorité religieuse et juridique dans les sociétés et les communautés musulmanes contemporaines.
Il ne peut plus être question de laisser des cercles de savants spécialistes des textes déterminer des normes sur les questions scientifiques, sociales, économiques ou culturelles en ayant un savoir relatif ou superficiellement rapporté sur des questions complexes, profondes et souvent interconnectées. S'il s'agit d'élaborer une vision pour le présent et le futur, d'avoir l'ambition de formuler les principes d'une éthique vivante et appliquée, capable de transformer le monde en établissant des finalités tout à la fois réalistes et visionnaires, alors il est urgent d'intégrer, d'harmoniser et de rendre réellement interdépendantes et complémentaires les différentes sciences et l'ensemble des savoirs humains. L'association de l'approche holistique en amont et de la reconnaissance et du respect des spécialisations pointues en aval est seule à même, selon nous, de permettre l'émergence d'une pensée réformatrice globale, cohérente et libératrice. La traditionnelle distinction entre science islamique ou sacrée, qui concernait l'étude des sources scripturaires, et les autres sciences, implicitement moins ou pas islamiques, a induit un rapport d'autorité concernant l'élaboration des normes et de l'éthique, et ce, en faveur des spécialistes des textes, alors que rien ne légitime ou ne justifie ce privilège à l'origine. Au contraire d'ailleurs, car tout ce qui a été dit sur la marge d'interprétation offerte par les textes fondamentaux, leur silence et le nécessaire rapport dialectique au contexte social humain, tout cela, disons-nous, plaide clairement en faveur d'une réintégration complète de tous les savoirs humains, historiques et circonstanciels au moment de considérer la révélation écrite destinée à orienter l'action humaine. On aura compris qu'il ne s'agit pas seulement ici de discuter l'autorité de tel ou tel savant, appartenant à tel ou tel courant de pensée, mais bien de l'autorité des savants des textes, dans leur ensemble. Nous verrons dans le prochain chapitre comment la nouvelle géographie et ses conséquences quant aux sphères d'autorité peut se matérialiser concrètement dans les sociétés et communautés musulmanes, et notamment dans les cercles d'études spécialisés dans le fiqh et l'éthique. Mais nous pouvons déjà relever ici que cette approche critique sur les sources du droit, les finalités de son élaboration à partir des 2 livres, les sphères d'autorité scientifique et éthique, a et aura des conséquences multiples dans différents domaines et à différents niveaux. Non seulement les réponses normatives, juridiques et éthiques devraient être différentes, plus en phase avec le réel, mais l'implication des sociétés et des communautés musulmanes devrait être plus large, plus concrète par rapport à l'élaboration de règles et de stratégies pour promouvoir une éthique appliquée efficace et performante. Cela se fera bien sûr à travers les scientifiques et les intellectuels, mais nous l'avons dit, aucune compétence pratique ne doit être disqualifiée en la matière. Des femmes sur toutes les questions, et notamment, mais pas seulement, sur la question de leur être, de leur statut et de leur rôle. Des écrivains et des artistes sur les questions culturelles, des entrepreneurs, des banquiers, des commerçants sur les questions financières, économiques et sociales. Tous doivent pouvoir se sentir impliqués dans la réflexion à partir des questions que pose leur engagement concret sur tel ou tel facteur ou dans tel ou tel domaine. Nous reviendrons à ces élaborations pratiques dans la dernière partie de cette étude.